Cette vidéo est la version complète de la vidéo en 3 parties sur Jacques Chirac. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer la vidéo, et avec ceci, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons revenir sur l'histoire du président qui dépassa même le général de Gaulle en termes de popularité, Jacques Chirac. Et tout comme avec François Mitterrand, sur Chirac, des trucs à dire et il y en a. J'ai donc décidé de diviser la vidéo en 2 parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme. Et avec ceci, bonne vidéo. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 dans une famille très aisée du 5e arrondissement de Paris. Il vivra une enfance plutôt normale. Enfant unique, il sera ultra protégé et chouchouté par sa mère, ce qui développera un esprit un peu fougueur chez lui. Cela le mènera à faire une campagne de 3 mois comme matelot sur un navire charbonnier, le Capitaine Saint-Martin, contre l'avis de son père. Envisageant finalement une carrière dans l'administration, il intègre en septembre 1951 l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Durant cette période, brièvement, il milite dans le mouvement du Parti communiste, avec notamment le futur éditeur de Christian Bourgeois. Il vend l'Humanité rue de Vaugirard et participe au moins à une réunion de cellules communistes. C'est aussi à Sciences Po qu'il rencontre la femme de sa vie, Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il mariera en 1953. Il commença son service militaire en 1955 et deviendra sous-lieutenant de cavalerie. En tant qu'élève de l'École nationale d'administration à l'époque, il aurait pu éviter de faire la guerre d'Algérie, mais il se porte volontaire et il est affecté à partir du 1er avril 1956 au 11e puis 6e régiment de chasseurs d'Afrique, en poste à Souk El Arba, dans le département de Tlemcen. Au cours de son service militaire, il est blessé au visage, puis promu lieutenant au début de l'année 1957. Il affirme n'avoir personnellement jamais supervisé d'actes de torture et en avoir contesté l'aspect généralisé. Il est libéré de son service militaire le 20 juillet 1957, le maintient sous les drapeaux ayant alors été portés à 27 fois. Partisan de l'Algérie française, Jacques Chirac explique qu'il n'est devenu gaulliste qu'en 1958. Et alors ça, pourquoi? C'est une bonne question. Passer de communiste à gaulliste, il y a un petit trajet à faire. Donc si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Grâce à son mariage et à son ambition, il change complètement du milieu social. De retour de son service militaire, il reprend ses études à l'ENA dans la promotion Vauban. Il effectue son stage à la préfecture de l'Isère et sort 10e en 1959. Celle-ci étant détachée en Algérie par Charles de Gaulle entre le 17 avril 1959 et avril 1960, il est affecté en tant que renfort administratif auprès du directeur général de l'agriculture en Algérie, Jacques Pélissier. À son retour en France métropolitaine, Jacques Chirac est nommé auditeur à la Cour des comptes et devient maître de conférences à l'IEP de Paris. En juin 1962, il devient chargé de mission pour la construction, les travaux publics et les transports, auprès du secrétaire général du gouvernement, puis au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou, dont il devient rapidement un fidèle partisan et collaborateur. Un an plus tard, il retourne à la Cour des comptes en tant que conseiller référendaire, mais ne tarde pas à s'engager en politique. Le 14 mars 1965, Chirac est élu conseiller municipal de Sainte-Féréole, en Corrèze, berceau des grands-parents maternels de sa mère. Lors des élections législatives de 1967, Georges Pompidou souhaite qu'il se présente dans une circonscription parisienne, mais Jacques Chirac préfère Ussel, aujourd'hui Corrèze, réputé être un bastion de gauche. Et grâce à son talent non négligeable, mais aussi grâce à une division qui rongeait la gauche à cette époque, il l'emportit de justesse face à Georges Hémon du Parti communiste français. Le 8 mai 1967, Jacques Chirac, surnommé Mon bulldozer par Georges Pompidou, est nommé secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des Affaires sociales Jean-Marcel Jeannenet, dans le 3e gouvernement Pompidou, entamant une longue carrière ministérielle qui continue dans tous les gouvernements successifs, dirigés par Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, jusqu'en 1974. Plus jeune membre du gouvernement en 1967, l'une de ses premières réalisations est la création de l'Agence nationale pour l'emploi. Durant mai 68, il joue un rôle capital lors des accords de Grenelle et devient l'archétype du jeune énarque brillant. Les tensions se compliquèrent en revanche avec Valéry Giscard d'Estaing, durant le mandat de celui-ci. Le début commença plutôt bien, avec Chirac étant choisi à la fonction de Premier ministre.
Mais entre les désaccords sur comment régler la crise économique qui touchait la France en 1974 et le fait que Giscard fit un remaniement ministériel en 1976, Chirac sera remplacé par Raymond Barre, en plus d'être dénoncé dès le soir du 25 août par Valéry Giscard d'Estaing dans un entretien donné à TF1. Le chef de l'État reproche à son ancien Premier ministre d'être incapable de résoudre le problème de l'inflation et d'informer clairement l'opinion publique des buts poursuivis par le gouvernement, et considère qu'il manque d'autorité et est inapte à donner au débat politique la sérénité nécessaire. De cette humiliation, Chirac refondera l'UDR, Union des démocrates pour la République, en RPR, Rassemblement pour la République. Il devint maire de Paris jusqu'en 1981, où il se présenta contre Giscard au présidentiel. Cela divisa la droite en deux au premier tour. Mais encore plus sadique fut qu'il s'allia même à Mitterrand durant le second tour pour faire perdre Giscard. Avec la victoire de Mitterrand, il passera pour la première fois de sa vie dans l'opposition, donnant tout pour gagner les élections législatives de 1986, avec succès. Mais nous y reviendrons dans la partie 2. Dès le 14 janvier 1983, dans un entretien accordé au magazine L'Express, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing envisage un changement de majorité aux prochaines législatives, avec un retour au pouvoir de la droite, sans que celle-ci n'attende ou ne demande alors la démission de François Mitterrand de la présidence de la République. Ce concept est bientôt repris au RPR. Un des proches de Jacques Chirac, Édouard Balladur, donne même, dans un entretien au quotidien Le Monde du 16 septembre 1983, un nom à cette situation: la cohabitation, terme retenu ensuite par l'Assemblée des médias et de la classe politique. Chirac donnera donc tout pour gagner les élections législatives de 1986. Il alliera même les deux gros partis de la droite, l'UDF et le RPR, pour présenter une liste commune. Avec succès. C'est alors que démarra la première cohabitation de l'histoire de la Ve République. Chirac sera nommé Premier ministre et fera une politique quasiment identique à s'il fut élu président de la République. Il met en place une politique libérale sur le plan économique, avec une importante vague de privatisation d'entreprises publiques nationalisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou par les gouvernements socialistes de Pierre Mauroy entre 1981 et 1983. Pour lutter contre le chômage, qui avait malgré les mesures de Mitterrand quand même augmenté, le gouvernement décide de rendre le marché du travail plus flexible en supprimant, dès le 8 juin 1986, l'autorisation administrative de licenciement, et prend une série de mesures visant à encourager l'investissement et l'entreprise privée. Il supprimera aussi l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais la cohabitation est avant tout l'occasion d'une guerre de tranchées entre le Premier ministre et le Président. Le premier affirmant son contrôle de la politique intérieure et le deuxième cherchant à défendre sa, je cite, chasse gardée, affaires étrangères et défense. De plus, François Mitterrand critique ouvertement l'action de son Premier ministre et se pose en président impartial. Il refuse de signer des ordonnances, celles sur les privatisations, sur les découpages électoraux ou sur l'aménagement du temps de travail notamment, et Jacques Chirac doit recourir à l'article 49.3 plusieurs fois. La stratégie du président favorise la lassitude de l'opinion vis-à-vis de la méthode et des réformes du gouvernement, dont certaines sont mal comprises et impopulaires, notamment la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cela fut probablement la plus grosse raison de la défaite de Chirac aux élections présidentielles de 1988. Et pour éviter de refaire la même erreur aux élections législatives de 1993 qu'il regagnera, il demanda à Édouard Balladur de se présenter en tant que Premier ministre pour la seconde cohabitation. Et malgré un coup pas net de Balladur qui tenta de se présenter contre Chirac aux élections présidentielles de 1995, Chirac sera enfin élu président de la République française. Sa première décision fut de nommer Alain Juppé Premier ministre, pour se venger du traître de Balladur. Lors des premiers jours de son mandat, le nouveau président de la République décide de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, préférant s'appuyer sur la majorité parlementaire élue 2 ans plus tôt et qui compte 472 députés. Probablement une grosse erreur, vu qu'il aurait probablement gagné les élections et garanti une majorité pour 5 ans. Malgré cela, Chirac put enfin mettre en action ses grands plans de libéralisation qu'il avait commencé en 1986. Plusieurs entreprises publiques furent privatisées, mais les deux plus grosses réformes furent la mise en place de l'euro et la réforme des retraites qui consistait à égaliser les retraites entre l'entreprise privée et publique. Aussi, à l'international, les choses avancèrent. Chirac travailla avec acharnement pour trouver des solutions dans le conflit israélo-palestinien ou le conflit yougoslave. Il fera aussi entrer la France dans le comité militaire de l'OTAN. Plus tard, au niveau national, sa dernière grande réforme avant les grèves de l'hiver 95-96 fut la suspension du service militaire obligatoire.
Sauf que vous l'aurez deviné, beaucoup de Français, particulièrement les fidèles de Mitterrand, en eurent marre que Chirac démonte petit à petit les réformes sociales de Mitterrand. Réformes qui devaient être démontées vu qu'elles étaient incompatibles avec l'Union européenne. Enfin, jusqu'à une certaine limite, mais on y reviendra dans la vidéo sur Sarkozy. Quoi qu'il en soit, il se prit les plus grosses manifestations depuis mai 68. Inutile de préciser que son taux de popularité était au plus bas de sa carrière. Pendant l'année de 1996, il tentera de calmer la situation, mais en voyant que sa popularité ne remontait pas particulièrement et qu'il risquait de perdre les législatives de 98, Chirac fit en même temps un coup de génie et une énorme gaffe. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et évidemment, Chirac se prit une cohabitation en pleine figure, et non pas de 2 ans comme les autres, non, celle-ci dura 5 ans. Cohabitation la plus longue de l'histoire de la 5e, ce fut le PS qui passa premier et Lionel Jospin qui devint Premier ministre. Je ne reviendrai pas sur la législature Jospin vu qu'elle est inutile à la compréhension de la vidéo. Mais sachez juste que, en gros, Jospin suivit une politique de gauche modérée et non pas radicale comme Mitterrand, vu que c'est Jospin qui commença la néolibéralisation du Parti socialiste. Et logiquement, ça ne plut pas particulièrement à la gauche, qui démarra son processus de déconstruction, qui dura jusqu'en 2017 avec la France insoumise, et qui aura comme conséquence que Jospin n'atteignit même pas le second tour des élections présidentielles de 2002. Mais avant d'en parler, il faut revenir sur le référendum de 2000 sur le quinquennat du président. L'intérêt étant de placer les présidentielles et législatives en même temps pour ne plus avoir à subir de cohabitation, et donc donner d'une certaine manière plus de pouvoir au président. Ce qui d'ailleurs marchera. Et le référendum fut accepté avec une assez grosse majorité. Les élections de 2002 arrivèrent et Chirac se retrouva donc face à Jean-Marie Le Pen au second tour et fut réélu de très loin avec la plus grosse marge de toute l'histoire de la Ve République, 88%. Et oui, ce fut le septennat des records. Ceci grâce au Front républicain dont Chirac joua la carte pour la première fois à l'époque. Il nommera Jean-Pierre Raffarin Premier ministre à l'issue des élections législatives gagnées de 2002, et les réformes libérales reprirent. Sauf que voilà, 1 an plus tôt, démarra le processus de chute de l'Empire américain. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le président des États-Unis, George W. Bush, avec qui Jacques Chirac s'entend très mal, enforce une politique internationale beaucoup plus offensive. La France soutient les États-Unis lors de l'intervention en Afghanistan, mais Jacques Chirac refuse catégoriquement d'intervenir en Irak et forme un front commun avec l'Allemagne et la Russie contre l'invasion de l'Irak. Épaulé par son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui prononce notamment un discours très prononcé à l'ONU, il obtient que les États-Unis passent par l'ONU avant toute intervention. Profitant d'un large consensus national sur la question, Jacques Chirac se fait le chantre d'un monde multipolaire, soutenu par les opinions publiques européennes, mais seulement par quelques dirigeants, le Belge Guy Verhofstadt et l'Allemand Gerhard Schröder. Il s'oppose aux États-Unis et à leurs alliés, laissant entendre que la France utilisera son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies tant que la situation n'évoluera pas. Cette annonce lui vaut une campagne hostile, notamment dans une partie des médias anglo-saxons. Les relations avec les États-Unis deviennent exécrables. Elles ne commenceront à se normaliser qu'à partir de la commémoration du débarquement en Normandie 15 mois plus tard. Mais il ne se rend pas alors aux obsèques de Ronald Reagan, mort le 5 juin 2004, ce que la presse américaine lui reproche à nouveau vivement. En revanche, sa popularité explose en France. Chirac profitera pour faire un référendum pour la rectification de la Constitution européenne, qui n'aura pas de succès. Ce référendum entrera en revanche dans l'histoire comme la plus grosse arnaque de démocratie que la Ve République ait connue. Mais nous y reviendrons dans la vidéo sur Sarkozy. Chirac perdra d'affilée aussi les élections cantonales et régionales de 2004. À ce moment-là, la popularité de Chirac semble être totalement retombée. En 2005, Jacques Chirac fait un accident vasculaire. Il y survivra, mais ça le limite grandement dans ses plans. Il peut dire définitivement adieu à ses projets de 3e mandat. De ce fait, malgré les tensions avec Sarkozy depuis 2001, il lui donnera sa confiance pour l'élection de 2007, que Sarkozy gagnera. Dans les dernières années de son mandat, Chirac fera passer plusieurs lois tournant autour de la simplification des contrats de travail,
la loi la plus connue étant la loi du contrat première embauche, CPE, en 2006. Dans les mois qui suivirent son départ de l'Élysée, Chirac se rendra dans plusieurs pays d'Afrique pour inaugurer des projets d'accès à l'eau, aux médicaments et à l'éducation. Il ira aussi à 2 reprises en Russie, à l'invitation personnelle du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour améliorer les relations franco-russes, aux plus hautes jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, il refusera de donner des conférences pour lesquelles il est fréquemment sollicité par diverses universités dans le monde. Son état de santé, ainsi que quelques ennuis judiciaires, le poussent aussi à se mettre en retrait du Conseil constitutionnel, où il ne participe plus aux séances. Pour rappel, chaque président a le droit après son mandat de participer au Conseil constitutionnel à vie. Son indemnité de 11 000 € par mois est alors suspendue. À partir d'avril 2009, le baromètre IFOP pour Paris Match le consacre chaque mois personnalité politique préférée des Français. Et en décembre suivant, il atteint la cote inédite dans l'histoire du baromètre de 78% d'opinion positive. À partir de ce moment-là, Chirac gardera constamment sa cote de popularité, et ceci jusqu'à sa mort, le 26 septembre 2019. Aujourd'hui, il est clairement, de très loin, le président le plus populaire de la Ve République. Et ceci pas grâce à sa politique, qui fut, comme on l'a vu, très critiquée, et mit les prémices du néolibéralisme actuel. Ce qui rendit Chirac aussi populaire, c'est sa connexion très proche au peuple, français de base. Accentuée particulièrement après ses mandats par la déconnexion flagrante des présidents français à partir de Sarkozy du peuple, Chirac entra dans la mentalité des nouvelles générations comme un exemple proche du peuple, proche de la vie du travail. Mais il y a un truc qui va totalement bouleverser, et pour son bien, la cote de popularité de Chirac. Et ça, c'est les Guignols de l'info. Série transmise de 1988 à 2018 sur Canal+, elle fera passer Chirac pour, je cite, le grand con, le ridiculisant en permanence. Je suis incapable de vous dire si c'était le but des réalisateurs des Guignols, mais ils populariseront vraiment très fortement Chirac. On peut le dire, il a eu un gros coup de bol avec cette série. Surtout que la série eut l'effet inverse sur Sarkozy et Hollande par la suite. Et avec ceci, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier pour les 50 abonnés que nous avons dépassés il y a quelques semaines. Et pour une petite chaîne qui ne part de rien comme la mienne, c'est vraiment énorme. Et avec ceci, à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions dépasser la barre des 100 avant l'été. Et avec ceci, bye bye.